Débrayage chez Leach International à Sarralbe jeudi dernier. Les salariés réclament 6% d'augmentation générale refusée par la direction. Les négociations annuelles obligatoires restent au point mort. Toujours à Sarralbe, le chantier du complexe sportif progresse avec 1 mois et demi d'avance sur le calendrier. Les handballeurs et volleyeurs pourraient revenir s'y entraîner dès le mois de juin. Isolation, fenêtres, dallage, éclairage LED, traitement de l'air, tout a été remanié de fond en comble. Le sport était au cœur des débats lors du dernier conseil municipal de Beach. Parmi les dossiers abordés, la restructuration des vestiaires et du clubhouse du stade municipal ou encore l'adhésion du club de golf de Beach à l'association Golf in Alsace. À Wolminster aussi, plusieurs travaux sont dans les tuyaux. Rénovation du toit du presbytère, réhabilitation des aires de jeu, rachat de l'ancienne gendarmerie. La municipalité a sollicité le soutien de l'État lors de la visite du sous-préfet la semaine dernière. Les résultats des élections à la Chambre d'agriculture de Moselle sont tombés. La liste indépendante Territoire et Filières est reconduite à la tête de l'organisme jusqu'en 2031. Elle a obtenu 12 sièges et 38% des voix. Des anciens mineurs du bassin houillé se battent pour récupérer leur droit à un logement gratuit à vie. Avantage en nature perdu après la contraction d'un prêt immobilier. Un amendement adopté par le Sénat prévoyant une dotation de 12,7 millions d'euros va bientôt être examiné à l'Assemblée nationale. En foot, match nul pour Sarreguemines face à Pontarlier. Malgré plusieurs occasions, dont une barre transversale et un tir sur le poteau, les faïenciers n'ont pas réussi à l'emporter. L'équipe reste avant-dernière au classement. Le club de taekwondo de Sarreguemines a accueilli le grand maître Ikangjo, 9e dan, en Apkimudo pour un stage. L'événement a été très apprécié des pratiquants. Cette édition était axée sur le combat et les frappes. Vous êtes sur Mosaïque Cristal, bienvenue à toutes et à tous, merci d'être avec nous. Nos invités ce lundi, Hugo et Pierre, 2 étudiants sarregueminois. Ils s'apprêtent à traverser le désert marocain à bord d'une 4L pour une aventure humaine et solidaire hors du commun, le 4L Trophy. Ils seront avec nous en deuxième partie d'émission pour nous parler de leur préparation. On commence avec ce gros coup de grogne chez Leach International à Sarralbe. Des salariés du spécialiste de l'aéronautique ont mené une grève d'1 heure jeudi après-midi. Un mouvement organisé dans le cadre des négociations annuelles obligatoires. Les salariés du site de production et du bureau de recherche et développement voulaient faire entendre leurs revendications sur la rémunération et l'amélioration de leurs conditions de travail. Noah Nkouka avec Pierre Nominé. 80 salariés se sont mobilisés sous les fenêtres du nouveau directeur général de Leach International. Un peu dur d'oreille, voilà comment est qualifiée la nouvelle direction de Leach International Sarralbe. La tension est palpable chez le spécialiste de l'aéronautique. Entre salariés en colère et directeur général fraîchement nommé, le courant a du mal à passer. Les NAO, négociations annuelles obligatoires, se sont conclues par un non-accord entre le comité de présidence et les salariés. Notre objectif, c'était dans un premier temps de ne pas décevoir nos collègues qui depuis un certain temps sont opprimés dans tous les sens. Enfin, on les presse pour être toujours plus performants, faire des heures sup. Et donc on sentait qu'il y avait une vraie colère qui montait. Depuis que les NAO se sont engagés, les gens nous ont fait comprendre qu'ils étaient prêts à faire une action pour montrer à la direction que cette colère allait arriver à une certaine limite. On espérait que la direction soit suffisamment ouverte pour entendre nos revendications et faire quelque chose dans le sens des salariés en termes de salaire. Ça n'a pas été le cas. Donc voilà, on a accompagné les gens dans ce mouvement. Pourquoi est-ce que c'est toujours aux salariés de faire les efforts lorsque la situation semble être compliquée ? Parce que eux, de leur côté, comme je vous l'ai dit, ils ne changent rien à l'importance des demandes qu'ils nous demandent chaque année, quoi. Ils ne modifient rien de ce point de vue-là, quoi. La présidence a souhaité donner son point de vue sur la situation. J'essaye d'être le plus proche des collaborateurs. Il y a des choses qu'on essaye d'améliorer, parce que c'est tout à fait normal. Il y a certains dysfonctionnements, il y a certains changements qu'on doit opérer, comme je le disais, pour s'adapter par rapport au contexte économique qui est en train de changer. Et par rapport à, je dirais, au mécontentement, la frustration, la peur, c'est aussi dans ma gestion de s'assurer qu'on pérennise l'emploi. Quand on demande, et je vais être très clair, 6% d'augmentation sans condition, c'est aussi alors, se tirer un petit peu une balle dans le pied pour hypothéquer un petit peu un futur. Leach International Sarralbe, qui emploie plus de 800 salariés et réalise un chiffre d'affaires avoisinant les 140 millions d'euros, a redistribué 2 mois et demi de salaire à ses employés, une tendance similaire aux 2 dernières années. Tous ensemble,
On reste à Sarralbe avec une bonne nouvelle. La rénovation du centre sportif et culturel progresse plus vite que prévu. Les travaux évalués à près de 4 500 000 € ont déjà métamorphosé l'aspect du complexe François Mitterrand. C'est ce qu'a constaté Guillaume Dumonteil. Alors il est rare de le mentionner sur un chantier, mais nous sommes en avance sur le programme de travaux que nous avions envisagé, puisqu'on a à peu près 1 à 1 mois et demi d'avance sur les différents délais. Nous devrions avoir cette salle pleinement disponible dès le mois de juin, mais vraiment au plus tard pour début juillet. La prochaine saison sportive 2025-2026, les handballeurs et les volleyeurs de Sarralbe feront donc le retour ici, dans un gymnase profondément remanié. L'isolation a déjà été réalisée à l'intérieur, à l'extérieur et au niveau de la toiture. Les fenêtres ont été changées et la surface vitrée considérablement réduite pour améliorer la performance énergétique du bâtiment. Sur l'ensemble du centre sportif et culturel, l'objectif de la municipalité est d'économiser 40% d'énergie. L'éclairage va lui aussi changer et passer à la technologie LED. À ces travaux voulus s'en est rajouté un autre, contraint. En raison de malfaçons, l'intégralité du dallage a dû être repris. Un nouveau sol sportif va bientôt être posé. On retrouve cette volonté d'économiser de l'énergie et d'améliorer le confort des usagers dans d'autres zones du complexe. Un peu partout, la surface vitrée a diminué et au niveau de la salle de danse, le volume a été revu. Nous avons abaissé de 4 mètres le plafond pour le mettre à une hauteur tout à fait raisonnable et pour bien contenir la chaleur et bien dans le volume qui est utilisé par la danse, par le yoga. Cet été, le système de traitement de l'air du complexe va être remplacé. L'an prochain, les travaux se porteront sur la salle de spectacle. Au total, le montant de l'ensemble des travaux du complexe François Mitterrand s'élève à près de 3 700 000 € hors taxes. La mairie espère toucher 60% d'aides en provenance de différents partenaires. Le sport était au cœur des débats lors du dernier conseil municipal de Beach jeudi dernier. On en parle tout de suite avec notre journaliste Thibaut Desmerlet. Et Thibaut, parmi l'ensemble des points abordés, il y en a un qui a particulièrement retenu l'attention des élus. Oui Tristan, un des points de la section des marchés publics a fait débat. Il s'agit de l'avenant numéro 1 au marché de maîtrise d'œuvre de la restructuration des vestiaires et du clubhouse du stade municipal. Mais le débat concernait aussi le projet dans son ensemble. Mais sur le point en particulier, il rappelle que ce marché a été attribué au cabinet d'architecture Link Office et au bureau d'études Verdi Grand Est. L'avant-projet, l'AVP, avait été présenté le 17 décembre dernier. L'équipe de maîtrise d'œuvre a mis en lumière les avantages d'une construction neuve et que l'estimation de ce projet au stade de l'AVP est de 1 032 325 € hors taxe. Le point mettait en avant le montant estimatif des travaux qui devait être actualisé pour établir le montant définitif de la rémunération du maître d'œuvre. Il s'élève à 103 375,48 € hors taxe. Et d'ailleurs Thibaut, cet aspect n'a pas manqué de faire réagir les membres de l'opposition. Oui, notamment Francis Vogt qui est revenu sur la présentation de l'AVP, l'avant-projet, on l'écoute. Pourquoi aujourd'hui le maître d'œuvre, à partir de la signature, mis autant de temps pour sortir l'AVP? Le maître d'œuvre, on ne peut pas considérer qu'il soit en retard, puisqu'à un moment, il faut lui valider les différentes étapes. Donc il y a eu une première esquisse, il y a eu des études complémentaires géotechniques, etc. Donc aujourd'hui, le délai, il court aussi en fonction des validations. Le conseiller municipal de l'opposition a ensuite voulu avoir un éclaircissement si le projet était une réhabilitation ou si c'était une construction neuve. La délibération qu'on avait prise en 2024 disait clairement qu'on signe un marché pour la réhabilitation de l'existant. C'était la délibération, si en 2024 on a pris cette délibération, autorise de signer le marché pour la réhabilitation de l'existant. Et donc aujourd'hui, on n'est plus sur le même projet. Donc, économiquement, on n'est plus sur la même opération. Donc entre la réhabilitation à l'époque, la délibération de 2024 et aujourd'hui, on est sur la construction neuve. La réhabilitation, ce n'était pas une réhabilitation, c'était une restructuration. Et dans le programme que l'on avait fait, on avait laissé ouvert. Et donc tous les maîtres d'œuvre qui avaient répondu sur la base. En phase de négociation, on leur avait demandé d'avoir aussi une estimation sur la partie éventuellement neuve.
J'ai plus le chiffre en tête, mais de mémoire, moi j'aime bien la transparence, je crois qu'il avait estimé le neuf aux alentours des 860 000 € hors taxe à l'époque, si ma mémoire était bonne. Mais son offre, il l'avait fait sur le projet qui a été imaginé, c'est ce qu'on écrit dans la délibération, plutôt une restructuration de l'existant, et pas une restructuration en neuf. Francis Vogt a aussi évoqué les potentiels impacts du chantier sur le terrain alentour. Le projet, bien sûr qu'il faut le faire. Il y a les conditions, c'est pas réuni pour avoir l'équipement et les vétustes. Ça, personne ne peut le contester. Mais je pense qu'aujourd'hui, la base de tout ça, c'est le terrain lui-même. Il faut d'abord la partie du terrain, là, je l'ai déjà dit, est-ce qu'on peut faire un beau projet? Il faut à un moment donné travailler sur le terrain, et ça viendra, parce que demain, quand on va faire quand j'ai vu où c'est situé le nouveau bâtiment, le futur bâtiment, il est situé presque au centre, il y a l'accès pour aller avec les engins, on sait ce que c'est un chantier. Ce qui veut dire que demain, une fois que tout ça s'est terminé, la construction, il y aura à un moment donné à revoir le terrain. Ça c'est inévitable. Ils nous font aussi quelques difficultés sur des espaces verts et des choses comme ça qu'ils vont remettre en état, c'est dans le marché. Non mais ils ne vont pas monter sur le terrain de foot, ça je vous le garantis. Non mais ils ne monteront pas sur le terrain de foot. Thibaut, d'autres dossiers ont-ils été votés lors de ce conseil ? Oui, plusieurs points. La ville a versé à l'Amicale des sapeurs-pompiers de Bitche une subvention de 3 825 € pour 2025. La ville va aussi contribuer au financement d'un documentaire, Pays de Bitche 1945, récit d'une libération, dans le cadre du 80e anniversaire de la libération, 3 500 € en tout. Le Golf de Bitche va aussi adhérer à l'association Golf in Alsace, ce qui leur permettra d'augmenter sa visibilité, d'intégrer un réseau et d'attirer de nouveaux golfeurs. 2 commissaires de parcours feront aussi leur apparition au golfe de Bitche. Et enfin, la ville va adhérer au programme EduRénov déployé par la Banque des Territoires, notamment pour le projet de regroupement scolaire dans le quartier Tessier. Ceci pour un accompagnement dans le but de faire des économies d'énergie sur le projet. Merci Thibaut pour toutes ces explications. Et puis à Wolminster non plus, les projets ne manquent pas. Rénovation du toit du presbytère, réhabilitation des aires de jeu. De nombreux chantiers en cours ont été présentés au sous-préfet lors de sa visite vendredi dernier. Tour d'horizon dans ce reportage d'Emilia Zella. Après un tour dans les écoles et le périscolaire, un coucou au postier, la visite s'est poursuivie dans le reste du village et ses 2 annexes. Le sous-préfet de l'arrondissement de Sarreguemines, Wassim Kamel, était en visite à Wolminster vendredi matin. Comme le veulent les usages, le maire a profité de sa venue pour lui présenter les projets passés et ceux en cours. Nous avons fait également le tour du village pour voir un peu les projets en cours, notamment la réhabilitation, donc revoir toute la voirie, la traversée du centre-bourg. Donc quand même un dossier à la hauteur de 1 500 000 €. Voilà, et donc qui va démarrer bientôt. Donc tout ce qui est syndicat des eaux, rénovation du système eau potable, tout a été fait. Maintenant sur Wolminster est terminé. Les travaux continuent sur Weiskirch et vont bientôt démarrer sur Eschwiller. Et donc dans la foulée, vont démarrer les travaux au niveau de l'enfouissement des réseaux de la rue de Sarreguemines, donc sur 1 kilomètre, voilà, toutes ces choses-là. D'autres projets sont en attente de subventions. Nous avons également la réfection entière de la toiture du presbytère, donc, où il y a des infiltrations, donc c'est une urgence, donc ça c'est un second dossier. Et puis nous travaillons également sur revoir un peu toutes les aires de jeu qui ont maintenant une certaine vétusté et puis où il y a plein de choses à faire. Les rénovations du toit du presbytère devraient coûter environ 41 300 € et la réhabilitation des aires de jeu, environ 80 700 €. Jean-Michel Ekel a également fait part de son inquiétude par rapport à l'endettement, même si Wolminster n'est pas une commune ayant beaucoup de dettes. Donc je vais juste vous expliquer que les temps sont très très longs. On ne peut pas, aujourd'hui, si nous nous lançons avec ces travaux-là, avec l'emprunt, nous allons de nouveau avoir des mains liées pendant pas mal de temps. Le conseil municipal souhaiterait aussi parvenir au rachat de l'ancienne gendarmerie, aujourd'hui à l'abandon, pour éviter la formation d'une friche. Les résultats des élections des chambres d'agriculture ont été dévoilés. En Moselle, c'est à nouveau la liste territoire et filière qui est arrivée en tête. On fait le point avec Marie-Morgane Pires. Ils conservent leur place de leader. 12 membres de la liste indépendante Territoire et filière intègrent la chambre d'agriculture.
Déjà en majorité en 2019, il reste à la tête de la Chambre de Moselle pour 6 ans en mobilisant 38% des voix. Juste derrière, la liste de l'alliance FNSEA-JIA a remporté 34% des voix et 3 sièges. Puis la coordination rurale a remporté 19% des voix et 2 sièges. En 4e position, la Confédération paysanne a rassemblé 8% des électeurs et remporte 1 siège. Au niveau national, la FNSEA reste la première force syndicale du monde agricole en arrivant en tête dans 80% des départements, malgré la perte d'une quinzaine de chambres au profit de la coordination rurale qui gagne du terrain cette année. Les élus à la Chambre d'agriculture de la Moselle se réuniront dans quelques semaines pour élire leur président et installer leur instance dirigeante. Après plusieurs années de lutte, ils reprennent espoir. De nombreux anciens mineurs du bassin houiller ont perdu leur droit à un logement gratuit après avoir contracté un prêt. Mais la législation pourrait bientôt évoluer. Le Sénat a adopté un amendement qui prévoit une dotation de 12 700 000 €. Explication dans ce reportage de Grégory Sebag au siège de la CFDT des anciens mineurs à Frémin-Merlebach. Le sujet est au cœur des conversations ce matin au siège de la CFDT à Frémin-Merlebach. Les anciens mineurs suivent avec attention le dossier des avantages en nature. Il y a plus de 30 ans, certains d'entre eux avaient renoncé définitivement à leurs droits, souvent sans le savoir, après avoir racheté leurs indemnités de logement ou de chauffage sous la forme d'un capital prêt ou contracté un prêt employeur, appelé aussi prêt caudal, afin d'accéder à la propriété. C'était un crédit que les houillères nous proposaient à un taux de 1%, s'il me semble. Et à ce moment-là, on avait signé le contrat. Et comme plein de mes camarades, on n'a pas lu le contrat où c'était stipulé en dessous, comme quoi on renonçait à la gratuité des logements. Malheureusement, j'ai construit, j'ai divorcé. Et j'ai voulu retourner dans un logement des houillères et puis j'ai dû payer le loyer. Se basant sur une espérance de vie de 72 ans, les statistiques de l'époque, l'ANGDM, l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, considère que ces droits sont perdus, même après le remboursement du capital du prêt. Ce que contestent pendant de longues années les syndicats et les associations de défense des mineurs auprès des tribunaux sans obtenir gain de cause. Pour eux, seule une évolution législative pourrait aujourd'hui débloquer la situation. Le sénateur PS de la Moselle, Michael Weber, vient de faire voter un amendement par le Sénat qui prévoit une dotation de 12,7 millions d'euros en faveur des mineurs. L'espoir renaît. On espère. Je pense que les mineurs ont fait pour la France, ont fait pas mal d'efforts. Je veux dire, aujourd'hui, ça serait un peu normal de leur... On est en train de nous enlever nos droits petit à petit. Je sais que certaines personnes ne sont pas favorables, mais je veux dire, le mineur a fait aujourd'hui pas mal d'efforts pour la France. Ce serait un juste retour de lui redonner ses droits. Mais rien n'est fait, car l'amendement doit maintenant être examiné par l'Assemblée nationale en commission mixte paritaire. Environ 15 000 mineurs retraités seraient concernés. Dans un instant, les résultats sportifs du week-end. Le SFC a accueilli Pontarlier sur la pelouse du stade de la Bisse. Mais avant cela, faisons le point sur vos prévisions météo pour demain. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Moder Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Bonjour tout le monde, demain en matinée le soleil fera souvent de belles apparitions, mais dans l'après-midi les nuages seront majoritaires et donneront même quelques averses, notamment sur le Pays de Bitche. Côté température, les minimales iront de 2 à 3 degrés et les maximales de 7 à 8 degrés. Demain nous fêtons les Séverins et il fera jour de 7h50 à 17h48. Passez tous une belle journée et à demain. Pourquoi avoir choisi le nom La Passion de l'audition ? À La Passion de l'audition, nous sommes passionnés par notre métier, mais pas que. Nous intervenons aussi bénévolement pour des missions nationales et internationales. Et en plus, nous sommes membres actifs de l'association Audition Solidarité depuis plus de 15 ans. Cette semaine, embarquez avec moi dans une nouvelle aventure en immersion, direction Montbronn pour découvrir les coulisses d'une scierie. C'est mon grand-père et son frère qui ont racheté ici le terrain militaire
du dépôt de munitions et qui sont installés là. Et après, mon père a repris l'entreprise dans les années 93 ou 94. Et maintenant, cette année, on a repris avec mon frère. J'ai jamais conduit. Attends. Ah merde, c'est des pédales. C'est des pédales. Donc tu as les pédales, avance, recule, que tu viens de découvrir. Okay. Rendez-vous ce vendredi dès midi sur Mosaïque Cristal. On commence avec du foot. Sarreguemines a fait match nul samedi soir face à Pontarlier. Malgré quelques belles occasions, les faïenciers en lutte pour leur maintien n'ont pas réussi à l'emporter. Retour sur cette rencontre en images avec Guillaume Dumonteil. Après 2 nuls et une victoire, les joueurs du Sarreguemines Football Club en maillot bleu avaient à cœur de confirmer le redressement face à Pontarlier. Plutôt équilibrée, la rencontre n'a pas été forcément riche en occasions. Sérieuse et appliquée, les deux équipes se neutralisaient. A noter cette frappe lointaine de Boutargui pour les locaux qui rate le cadre à la 12e minute de jeu. Un joli mouvement aussi des joueurs de Pontarlier peu de temps après, mais la frappe n'est pas assez appuyée pour tromper le gardien sarregueminois. La plus grosse occasion de cette première mi-temps est à mettre au crédit des faïenciers. La frappe de Gédéon Mulenda s'écrase sur la barre transversale. On était alors dans les arrêts de jeu du premier acte. Au retour des vestiaires, on retrouve un peu le même scénario avec de part et d'autre des joueurs qui se donnent mais qui n'arrivent pas à se procurer des occasions franches. Les défenses prennent toujours le dessus sur les attaques, les frappes sont soit trop lointaines, soit trop molles pour surprendre le gardien adverse. Le match est âpre, engagé, l'équipe la plus dangereuse est celle de Sarreguemines et comme en première mi-temps, ils vont toucher du bois sur cette frappe d'Enes Saïn. Quand ça veut pas, ça veut pas. La fatigue aidant, les occasions sont un peu plus nombreuses en fin de rencontre, mais aucune équipe ne parvient à trouver le chemin des filets. À la fin du match, on entendait des cris de joie du côté du banc de Pontarlier, signe que pour les visiteurs, ce résultat était une bonne nouvelle. Tandis que du côté sarregueminois, on était déçus. Avant-dernière au classement, l'équipe faïencière a besoin de points pour éviter la relégation, mais il y a quand même des motifs d'espoir. Dans le contenu, on fait des choses intéressantes. Ça vient confirmer l'équilibre que l'on a su trouver ces derniers matchs. Mais malheureusement, effectivement, il nous en manque un peu de réussite pour pouvoir comptabiliser 3 points supplémentaires. Samedi prochain, les faïenciers iront à l'extérieur, à Königshofen, une équipe plutôt de bas de tableau qui, elle aussi, a besoin de points en vue du maintien. Malgré leur jeu rassurant, l'équipe sarregueminoise est à la peine au niveau du championnat. Vous le voyez, les faïenciers restent scotchés à l'avant-dernière place du classement de National 3. On le rappelle, les 4 dernières équipes de chaque poule seront reléguées en Régional 1 en fin de saison. Côté athlétisme maintenant, samedi se déroulait le Metz-Moselle Athlélor. C'est le 2e meeting français et 6e indoor au monde. Et cette année, c'était le meeting de tous les records. L'événement qui a réuni 375 athlètes a attiré plus de 1500 spectateurs. Il n'a pas manqué de faire rêver le public. Parmi les performances accomplies, retour en images sur la course de l'athlète sarregueminois Yann Schrub. Reportage de Julie Drouillot avec Marie-Vin. Athlète incontournable de cette journée, Yann Schrub, qui a une nouvelle fois marqué l'événement avec une course pleine de panache. Il est porté par le public de Metz, bien évidemment. Comme il sait le faire, une belle fin de course, comme lui seul a le secret, donc c'est top, ouais. C'est trop cool, c'est sur ses terres, c'est sur les terres de ses proches, ses amis, sa famille, donc c'est super cool de venir le voir. Le Sarregueminois a battu son record personnel de 3 secondes. Je pense que j'aurais pu faire un chouïa mieux, mais honnêtement, aujourd'hui, je suis très fier. Je fais 2e, donc bon, aujourd'hui, je pense pas qu'il y avait mieux à aller chercher, si ce n'est quelques secondes à grappiller. Donc je suis très content. Et lui aussi a fait sensation grâce à ses performances. Première course de l'année et premier podium pour Michel Munch. L'athlète handisport sarregueminois a décroché le bronze au championnat de France de cross élite. Une épreuve particulièrement boueuse et disputée, toutes catégories confondues, où il courait pour la première fois avec Tom Ganti comme guide. Prochaine échéance les 15 et 16 mars à Saint-Médard pour le championnat de France des 10 km élite. Le sarregueminois courra avec son guide habituel, Romain Dicher. La suite de l'année s'annonce très chargée pour lui. Michel Munch vise les mondiaux du 5000 mètres en Inde fin septembre. Pour se qualifier, il devra réussir les minima dans de nombreux meetings. Troquons maintenant les crampons contre des gants de Hapkimudo. Cette année encore, le club de Sarreguemines de taekwondo invitait une pointure du monde des arts martiaux, le grand maître Ikangjo. Il a ravi les amateurs venus suivre son enseignement. Guillaume Dumonteil était sur place.
C'est pas ça, frère. Non. Ça t'écrit, c'est tout. Non. Comme avec n'importe quelle personne qui maîtrise sa discipline, les gestes semblent simples et incroyablement efficaces. De passage à Sarreguemines, pour la 2e année consécutive, maître Lee Kang-jo est venu animer un stage d'Apkimudo. Dans cette discipline associée au taekwondo, il est 9e dan. Parmi les stagiaires présents samedi, plusieurs d'entre eux avaient déjà suivi son enseignement par le passé. C'est assez hard, hein, vous l'avez vu, c'est très condensé, donc pas forcément évident de retenir tout, mais c'est pour ça qu'il faut progresser et aller régulièrement au stage pour pouvoir justement emmagasiner le plus de choses possible. Il y a toujours quelque chose de plus à rajouter sur la façon d'esquiver, la façon de remiser. Regarder, répéter et mémoriser, voici l'attitude à adopter pour réussir à reproduire ensuite les gestes de maître Yi. Là aussi, c'est plus facile à dire qu'à faire. Le stage de cette année était assez comparable à celui de l'an passé en termes de contenu, même s'il était plus axé combat avec les frappes et les défenses. Peu importe le sexe, l'âge ou le niveau de pratique, chaque stagiaire pouvait profiter du savoir du grand maître coréen qui, entre autres références, a entraîné les forces spéciales de son pays. On retrouvait notamment dans le public des membres du club de Krav Maga de Dibringen. Comme le dit l'adage, jamais 203, l'an prochain, Lee Kang-jo devrait revenir à Sarreguemines. Là, c'est la 2e année qu'on le fait. Et vu l'engouement qu'il y a autour, on a toujours plus de monde. Là, on était à peu près 30-35 participants. Donc il sera reconduit encore une fois de nouveau la saison prochaine. Rendez-vous est pris pour 2026. À côté du spécialiste de cet art martial coréen, on devrait à nouveau retrouver l'an prochain des amateurs venus du Grand Est et du Luxembourg. Prenons maintenant la route avec nos invités du jour, Hugo et Pierre, 2 étudiants de l'IT de Sarreguemines. Ils s'apprêtent à mettre le cap vers le Maroc pour une aventure hors du commun, rallier Biarritz à Marrakech à bord d'une Renault 4L de 1984. Ils prendront le départ de cette mythique course, le 4L Trophy, du 19 février au 2 mars prochain. Une épopée de 6000 km qui s'annonce pleine de défis et de surprises. Bienvenue Hugo, bienvenue Pierre. Alors racontez-nous un peu comment est né ce projet un peu fou. Alors, en fait, ce projet est né tout simplement d'une vidéo YouTube à la base que j'ai vue en 2016 et ça m'a donné envie de le faire aussi. Donc je savais que je voulais participer au 4L Trophy, mais je ne savais pas encore quand, je n'avais pas les personnes. Et du coup, en début d'année scolaire, j'ai rencontré Hugo à l'IUT Moselle-Est. Et je lui ai proposé comme ça, pendant un cours, je lui ai demandé s'il connaissait le 4L Trophy. Il m'a dit un petit peu de nom, qu'est-ce que c'est. Je lui ai envoyé des documents, je lui ai expliqué ce que c'était. Et puis une semaine après, il m'a dit ok, c'est parti, on y va. Parlez-nous un petit peu de votre 4L. Comment vous y êtes pris pour la dénicher? Parce que c'est quand même une voiture de collection qui est plus produite depuis 1992. Oui, exactement. C'est un concours de circonstances pendant que justement, effectivement, moi j'étais en tâtonnement, on va dire. Il y a eu une annonce sur Le Bon Coin par rapport à une 4L qu'il avait déjà fait l'année dernière. Avec un beau bleu alpine comme il faut, avec l'équipement et tout dedans. Donc nous, étant donné le délai serré, on a pris 4 mois en fait. En gros, on a 4 mois à peu près pour le faire. Donc on a vu la 4S sur Le Bon Coin et on est directement allé la voir. Et ça s'est fait très vite. En 2 semaines, on est allé la voir, on est allé la tester et on l'a achetée. Et donc cette voiture, elle était dans quel état quand vous l'avez achetée? Elle était dans l'état... Elle était en état parfait en soi. Elle avait tout ce qu'on peut voir sur les images. Elle était déjà préparée pour partir. On a eu quelques petits soucis mécaniques à régler dessus, parce qu'en fait, comme elle était déjà partie l'année dernière, elle a déjà parcouru le désert. Donc la mécanique avait déjà pris un petit coup. Les propriétaires d'avant l'avaient repréparée pour pouvoir repartir, mais il reste encore quelques petits réglages à faire. Mais en soi, elle était nickel. On aurait pu déjà partir comme ça. Vous parlez de soucis mécaniques l'année dernière, il y a eu quelques problèmes mécaniques dans le désert. Cette année, qu'est-ce que vous avez fait en fait pour anticiper des potentielles pannes? Comment ça se passe? Alors en fait, pour anticiper tout ce qui est panne, on a prévu tout ce qui est pièces de rechange. Donc on a énormément de pièces de secours dans la voiture qu'on va transporter avec nous. À côté de ça, on s'est aussi préparé mécaniquement, nous, à savoir qu'est-ce qu'on va devoir faire. Parce que du coup, comme on n'y connaît pas grand-chose en mécanique, il fallait quand même se former un minimum pour savoir ce qu'il y a à faire et comment gérer certains problèmes. Et cette voiture, vous lui avez même donné un nom. C'est ça, l'Octorocket, accompagné de l'Octoduck, la petite mascotte qui va avec. Pourquoi ce nom?
Alors, le nom fait un concours de circonstances qui fait que on est né le même jour, on est né le 20 octobre, ça a joué dans la décision, hein, on s'est dit les planètes s'alignent, et donc Octo comme octobre, et donc notre nom à nous c'est Octobro, donc Bro comme frère, donc Octobro, et l'Octoroquette parce qu'on s'est dit que de toute façon on a la 4L la plus rapide du 4L Trophy. Ça m'a l'air d'être plutôt bien, de sonner bien. Le 4L Trophy, c'est aussi un défi technique, hein, mine de rien, puisque vous n'aurez pas le droit au GPS. Comment vous vous préparez à vous repérer dans les dunes ? Alors, ça c'est pour moi vu que je suis le copilote. Donc, effectivement, il y a une préparation par rapport à ça. Donc, on a une préparation au roadbook. Donc, on n'a pas encore de trajet officiel, on le verra une fois qu'on arrivera au Maroc, mais il y a une préparation au roadbook, on nous explique un petit peu comment faire, et puis après, honnêtement, j'ai jamais fait de ma vie, donc on verra là-bas, j'ai envie de dire. Vous voulez rajouter quelque chose ? Non, c'est exactement comme il fonctionne, donc pour moi, je lui fais totalement confiance. Je connais son sens de l'orientation, je me dis que ça va pas être facile dans certains moments, mais bon, on va y arriver. Qui prendra le volant? Vous allez vous alterner? C'est ça. Alors le pilote officiel c'est moi, donc c'est moi qui suis censé conduire la plupart du temps, mais on peut s'alterner aussi et on va s'alterner parce que 6000 km que au volant, ça risque d'être compliqué. Est-ce qu'il y a des particularités pour pouvoir conduire une voiture comme celle-là? Avoir des gros bras, vu qu'il n'y a pas de direction assistée. Et après, c'est un coup à prendre. Le levier de vitesse est très spécifique, mais globalement, alors honnêtement, elle se conduit très bien. Pour le coup, Pierre en a testé plusieurs, et c'est vrai que, ouais, effectivement, elle se conduit très bien. Donc après, faut juste y aller, quoi. Vous allez parcourir 3 pays, la France en partant de Biarritz, l'Espagne, puis le Maroc. Parmi toutes ces étapes, est-ce qu'il y en a une que vous redoutez plus que les autres? Oui, celle du Maroc, parce que du coup, en fait, quand on arrive au Maroc, c'est vraiment le moment où on aura notre roadbook, où on devra être totalement lâché à nous-mêmes. Et ouais, donc c'est celle qu'on redoute, mais celle qu'on a le plus envie de faire aussi, parce que du coup, c'est la partie la plus intéressante pour nous, avec du coup le moment où on va mettre les roues dans le sable, qui va vraiment être le point fort du 4L Trophy. Et c'est surtout l'étape marathon qu'on redoute. Donc en fait, l'étape marathon, c'est une étape où en fait, pendant 2 jours, on est totalement livré à nous-mêmes, on n'a pas d'organisation, personne qui nous suit. Et donc en fait, même la nuit, on s'arrête quelque part et on dort comme ça dans le désert, quelque part. Le 4L Trophy a aussi une dimension solidaire importante. Elle se traduit comment pour vous ? La dimension solidaire, c'est tout d'abord par rapport au soutien qu'on a eu vis-à-vis des trophistes. On a acheté la voiture à d'anciens trophistes et on a eu beaucoup de soutien par rapport à eux. Ils nous ont expliqué beaucoup de choses, parce que c'est vrai que voilà, moi Pierre s'est un petit peu renseigné, c'est vrai, mais moi j'étais pas particulièrement renseigné, et ils nous ont beaucoup aidé par rapport à ça. On est également en contact avec beaucoup de groupes de trophistes par les réseaux, donc on a toute cette solidarité par rapport à ça, et également la solidarité par rapport au Maroc et par rapport aux 2 associations, donc la Croix-Rouge et les Enfants du désert. Comment vous y êtes pris pour collecter des dons? Vous avez organisé des collectes? Alors pour collecter les dons, j'en profite qu'on soit là, on remercie l'ensemble des personnes qui nous ont aidés, aussi bien financièrement ou de par leur aide tout simplement humaine. On a eu énormément de dons, on a eu beaucoup de soutien par rapport à ça, honnêtement. Là où normalement c'est beaucoup les sponsors en fait qui payent, là on a également nos sponsors. Qu'on remercie également, mais on a eu beaucoup de donations et on les remercie par rapport à ça. Et donc il y a une cagnotte en ligne, il y a eu un événement au basket club d'Ambar, le Mosaïque a été présent justement par rapport à ça. Et puis voilà, les gens ont été présents et les gens ont suivi. Le message est passé en tout cas. Ça coûte combien une telle aventure? En tout, pour un budget total, sur notre budget prévisionnel, on était à peu près à 14 000 €. À peu près, donc avec l'achat de la voiture, les frais d'inscription qui sont une très grosse partie, l'essence et les péages pour aller jusque là-haut, parce que 6000 km dans cette voiture, ça consomme quand même. Ça plus tout notre équipement pour pouvoir dormir et se nourrir quand on sera là-haut. Donc oui, on est aux alentours des 14 000 € à peu près. Et pour ceux qui veulent peut-être encore vous soutenir, si c'est possible, quelle est la marche à suivre ? Alors on a notre cagnotte en ligne qui restera ouverte pendant tout le long du 4L Trophy. Donc il suffit d'aller voir sur nos réseaux sociaux. Donc on a notre compte Instagram ou Facebook, donc c'est Octobro 4L, donc OCTOBROS 4L. Il suffit d'aller nous chercher dessus et il y a toutes les informations dessus avec notre cagnotte en ligne pour nous faire un don. Merci beaucoup, le rendez-vous est pris, on a bien pris note. Ça promet en tout cas d'être une belle épopée. Et pendant que vous allez traverser le désert, eh bien, certains vont en profiter pour aller faire du ski. Une sortie au grand air, souvent riche en sensations fortes, mais aussi parfois synonyme d'accident. Voici donc quelques conseils pour skier en toute sécurité. Ils vous sont prodigués par Ceprem Productions.
Ça faisait des années que j'avais pas skié. La dernière fois, c'était avec mes parents il y a 10 ans. Là, je suis avec toute la famille, cousins, frères, oncles. Eux viennent avec tout leur matos. Ils ont l'habitude d'aller à la montagne. C'est le premier jour, on se lève tôt, temps magnifique, montagne magnifique. J'ai de bonnes sensations. Je suis même surpris de ne pas avoir perdu. Et puis on arrive à un croisement. Piste bleue sur la gauche, piste rouge sur la droite. Tout le monde fonce sur la rouge et je les suis, même si au fond de moi, j'ai un peu un doute. Dès le début, je vois que c'est compliqué. Je tombe une fois, 2 fois, je suis fatigué, j'ai les muscles qui tremblent. Je vois les autres qui sont loin. Je me mets la pression et j'accélère. Et là, grosse plaque de verglas. Je dérape, mes skis se croisent, je perds le contrôle et je finis un coup de rose. Résultat, rupture des ligaments croisés. Ma semaine de ski, terminée. J'aurais dû m'écouter et y aller à mon rythme. Profitez bien des pistes, mais gardez la tête froide. Restez vigilant même si l'enthousiasme du groupe vous pousse à dépasser vos limites.